Au plus profond de la sagesse ancienne se trouve une vérité si surprenante qu'elle remet en question tout ce que vous croyez sur la réussite et le succès. Cette vérité, murmurée à travers les couloirs du temps, révèle que votre propre poursuite des désirs peut être ce qui les éloigne. Pensez à l'eau. Lorsque vous essayez de l'attraper, elle glisse entre vos doigts, mais lorsque votre paume est ouverte et immobile, elle peut être facilement retenue. C'est l'essence de la loi inverse, un principe si fondamental pour l'univers que sa simplicité a été obscurcie par des siècles de pensées erronées. On vous a appris que pour recevoir, il faut poursuivre, que pour réussir, il faut s'efforcer, que pour gagner, il faut se battre. Cependant, ces mêmes actions créent une résistance au flux universel d'abondance. Plus vous poussez, plus l'univers repousse, maintenant un équilibre parfait dans sa danse cosmique. Les maîtres de la démonstration ont compris ce paradoxe. Ils savaient que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans la permission. Non pas en poursuivant, mais en devenant magnétique. Non pas en exigeant, mais en s'abandonnant à la sagesse infinie de l'univers. Lorsque vous lâchez prise sur le contrôle désespéré de vos désirs, quelque chose de miraculeux se produit. Les choses mêmes que vous poursuivez commencent à vous poursuivre. Des opportunités qui semblaient lointaines apparaissent désormais à votre porte, et l'abondance qui vous manquait se déverse librement dans votre vie. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi naturelle. Tout comme une fleur ne se force pas à éclore et qu'une rivière ne se fraye pas un chemin jusqu'à l'océan, vos désirs n'ont pas besoin d'être contraints pour exister. Il faut juste les autoriser. La loi inverse révèle que votre pouvoir ne réside pas dans l'action, mais dans l'être, non pas en cherchant, mais en sachant, non pas en voulant, mais en ayant. Ce changement subtil de conscience, de la recherche désespérée au calme permissif, est la clé qui ouvre l'abondance infinie de l'univers. Vous vous trouvez maintenant au seuil de cette sagesse ancienne. Le chemin qui s'offre à vous ne requiert aucun effort, seulement de la conscience, pas de lutte, juste la reddition, pas de force, juste du flux. Première partie. L'éveil à la loi inverse. Déconstruire les illusions et comprendre la vraie nature de la manifestation. Chapitre 1. La loi qui était cachée à la vue de tous. Dans les coins tranquilles d'une ville animée vivait Henri, un peintre dont les traits portaient des rêves de reconnaissance. Pendant 15 ans, il frappa aux portes des galeries, envoya d'innombrables portfolios et saisit chaque opportunité avec une détermination désespérée. Mais plus il poursuivait le succès, plus celui-ci lui semblait glisser entre les doigts comme des grains de sable. Puis, un matin d'hiver, épuisé par ses recherches interminables, Henri fit quelque chose d'inattendu. Il abandonna. « Je peins parce que je dois le faire », murmura-t-il dans son atelier vide, « pas parce que je recherche l'approbation. » À cet instant de libération, quelque chose changea dans l'univers. En quelques semaines, un collectionneur renommé retrouva son œuvre dans un petit café où Henri avait exposé ses pièces sans attente particulière. La reconnaissance qu'il recherchait depuis si longtemps le trouva désormais avec facilité. Ce principe universel opère avec une précision inébranlable. Lorsque vous vous accrochez fermement à ce que vous désirez, vous créez une résistance. L'énergie du désir chasse ce que vous cherchez. C'est comme essayer d'attraper sa propre ombre. Plus on court, plus elle fuit. Les anciens maîtres ont compris ce paradoxe divin. Ils savaient que l'univers ne répond pas à la force, mais à l'alignement. Non pas au désespoir, mais à la permissivité. Le champ quantique, le tissu même de la réalité, réagit à votre état énergétique. Lorsque vous libérez l'énergie de la recherche, vous vous ouvrez à recevoir. L'histoire de Margare reflète cette vérité. Pendant 20 ans, elle a cherché l'amour avec une intensité qui ne laissait aucune place pour laisser la relation naître naturellement.
Chaque rendez-vous devenait un entretien. Chaque interaction était chargée d'attente. Ce n'est que lorsqu'elle a trouvé la paix dans sa solitude, lorsqu'elle a abandonné son besoin d'un partenaire, que l'amour a frappé à sa porte. 3 hommes ont commencé à la courtiser quelques mois après son lâcher-prise. L'univers fonctionne par paradoxe. Ce que vous poursuivez s'enfuit. Ce que vous laissez venir à vous coule vers vous. Ce n'est pas seulement de la sagesse spirituelle, c'est une loi fondamentale de l'énergie et de la conscience. Lorsque vous cessez d'essayer de forcer le fleuve de la vie à couler dans votre direction, vous découvrez que vous avez toujours été porté par votre propre courant. Maintenant, alors que vous absorbez cette sagesse, vous êtes invité à pratiquer l'art de la libération. Trouvez un endroit calme et fermez les yeux. Pensez à quelque chose que vous avez poursuivi, le succès, l'amour, l'abondance, la reconnaissance. Ressentez la tension dans votre champ énergétique autour de ce désir. Imaginez maintenant ouvrir vos mains et libérer cette quête dans l'univers. Respirez profondément en disant « Je libère mon désir désespéré d'obtenir ce résultat. Je fais confiance au timing divin. Ce qui m'est destiné ne peut m'échapper. » Répétez cette pratique quotidiennement en observant comment l'univers répond à votre abandon avec des cadeaux inattendus. Chapitre 2. Le grand paradoxe. Au cœur d'une métropole animée, James travaillait sans relâche à la recherche de la richesse. Chaque matin, il se levait avant l'aube, l'esprit déjà rempli de plans et de stratégies. Il assistait à tous les séminaires d'affaires, lisait tous les manuels de réussite et travaillait 16 heures par jour jusqu'à l'épuisement. Cependant, malgré ses efforts inlassables, le succès financier lui échappait, glissant entre ses doigts comme la brume matinale. James incarnait une vérité qui se trouve au cœur de toute manifestation. Plus vous poursuivez désespérément quelque chose, plus vite cela vous fuit. Son combat n'était pas unique, mais reflétait l'idée fausse la plus profonde de l'humanité sur le succès. L'univers fonctionne selon la loi du moindre effort. Observez la nature. Les fleurs ne s'efforcent pas de fleurir. Les rivières ne forcent pas leur cours vers l'océan. Elles laissent simplement leur état naturel se déployer. Ce principe résonne dans la physique quantique, où l'observation modifie la réalité, et dans la sagesse orientale ancienne qui enseigne que le wu-wei, le non-agir, est la forme d'action la plus élevée. Lorsque James s'est finalement effondré d'épuisement, une nuit, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Dans sa reddition, il a découvert une vérité profonde. Ses efforts créaient une résistance à l'abondance même qu'il recherchait. Au moment où il a lâché prise sur le succès, l'univers a commencé à conspirer en sa faveur. Une rencontre fortuite a fait naître un partenariat sans effort, et, en quelques mois, la richesse a afflué dans sa vie avec grâce et facilité. Ce principe s'est manifesté de la même manière dans le parcours d'Elénore, une écrivaine qui a lutté contre le syndrome de la page blanche pendant des années. Elle forçait les mots à apparaître sur des pages blanches, et sa créativité se flétrissait sous le poids de ses attentes. Jusqu'au jour où elle a complètement abandonné l'idée d'écrire. Elle a commencé à faire de longues promenades, laissant son esprit vagabonder librement. À sa grande surprise, les histoires ont commencé à couler naturellement en elle, comme si elles attendaient simplement qu'elle s'écarte de leur chemin. La lutte n'est pas une condition du succès, mais l'obstacle qui l'empêche. Lorsque vous abandonnez le besoin de contrôler chaque résultat, vous vous alignez sur le flux naturel de l'abondance universelle. Il ne s'agit pas de résignation passive, mais de permission active, d'un état de réceptivité qui attire plutôt que de poursuivre. Pensez à l'océan. Vous ne pouvez pas recueillir l'eau en la pressant. Ouvrez votre paume, et l'eau repose naturellement dans votre main. C'est ainsi que tous les désirs peuvent se manifester. L'univers ne répond pas à vos efforts, mais à votre état d'être. L'ancienne pratique du lâcher-prise commence par une simple respiration. Trouvez un espace calme où vous pouvez vous asseoir
sans distraction. Fermez les yeux et portez votre attention sur n'importe quel domaine de votre vie dans lequel vous avez des difficultés. Ressentez la tension de l'effort dans votre corps. Maintenant, à chaque expiration, relâchez cette tension. Imaginez vos désirs comme des feuilles flottant dans un ruisseau. Vous n'avez pas besoin de les poursuivre, car le courant les amènera naturellement vers vous. Chapitre 3. L'illusion du contrôle. Au cœur d'une grande ville vivait un marchand nommé David, dont les mains tenaient à la vie si fermement que la joie lui glissait constamment entre les doigts. Chaque matin, il planifiait méticuleusement chaque minute de sa journée, essayant d'orchestrer chaque interaction, chaque résultat, chaque moment dans les moindres détails. Cependant, plus il essayait de contrôler son monde, plus celui-ci semblait sombrer dans le chaos. Vous avez peut-être ressenti cela, cette oppression dans votre poitrine lorsque la vie refuse de suivre vos plans soigneusement élaborés. Comme David, vous avez peut-être découvert que plus vous essayez de diriger le fleuve de la vie, plus il se rebelle contre votre volonté. L'univers fonctionne selon un paradoxe divin. Ce que vous essayez de contrôler finit par vous contrôler. Lorsque vous tentez de saisir le bonheur, il devient aussi insaisissable que l'eau dans un point fermé. Lorsque vous essayez de forcer la vie à prendre la forme que vous désirez, vous ne faites que déformer sa beauté naturelle. L'histoire de Martha, parfois orthographiée Mara dans certains récits, reflète cette vérité. Pendant des décennies, elle a construit des murs de protection autour de son cœur, évaluant soigneusement ses partenaires potentiels à travers des listes interminables d'exigences. Elle surveillait ses relations avec vigilance, toujours prête à détecter le moindre signe de menace. Cependant, l'amour restait un rêve lointain, jusqu'au jour où elle réalisa que sa propre protection était devenue sa prison. Dans sa reddition est venu le salut. Lorsque Martha a finalement lâché prise sur la poursuite de l'amour, lorsqu'elle a permis à la vie de se dérouler à son rythme parfait, tout a changé. Elle a découvert que la sécurité ne se trouvait pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Confiance dans le flux naturel de la vie, confiance dans la sagesse de l'univers, confiance dans sa propre guidance intérieure. Cette ancienne sagesse vous parle maintenant. Tout ce que vous cherchez vous cherche, mais ne peut entrer par des portes fermées. Votre désir de contrôle naît de la peur, mais la peur elle-même est la seule chose qui bloque votre chemin vers la liberté. Pour commencer à lâcher le contrôle dans votre vie, pratiquez ce rituel sacré de confiance. Chaque matin, identifiez un petit aspect de votre journée que vous essayez normalement de contrôler. Votre trajet, une conversation avec un collègue ou même l'influence de la météo sur vos projets. Faites le choix conscient de relâcher votre contrôle sur cette chose en lui permettant de se dérouler naturellement. Observez comment la vie s'écoule plus facilement lorsque vous vous écartez de son chemin. En pratiquant cet art doux du lâcher-prise, vous découvrirez que ce que vous recherchiez n'était pas destiné à être capturé, mais simplement autorisé. Chapitre 4. Le pouvoir magnétique de l'immobilité. Au cœur du commerce animé, Frédéric arpentait son bureau jusque tard dans la nuit, entouré de papiers éparpillés et de listes de choses à faire interminables. Son esprit s'emballait, cherchant sans cesse des solutions, chacune plus complexe que la précédente. Pourtant, le succès restait insaisissable. Plus il essayait, plus son entreprise semblait résister à ses efforts. Vous aussi, vous avez peut-être ressenti cette impulsion incessante, le besoin constant d'agir, de résoudre, de forcer votre chemin. Cependant, dans ce mouvement inlassable se cache le plus grand obstacle à votre réussite. Les maîtres anciens ont compris une vérité que la société moderne a oubliée. Le pouvoir réside non pas dans l'action constante, mais dans un silence sacré. Lorsque vous cessez de faire pour entrer dans le royaume de l'être, vous accédez à l'intelligence infinie qui gouverne toute la création. Il ne s'agit pas d'une simple inactivité,
mais d'un état de réceptivité accrue, où les solutions émergent naturellement comme des fleurs qui éclosent à leur rythme parfait. En physique quantique, les particules existent dans de multiples états jusqu'à ce qu'elles soient observées. Un phénomène qui reflète la vérité spirituelle selon laquelle les possibilités demeurent fluides jusqu'à ce qu'elles soient fixées par la conscience. Votre mouvement incessant, votre poursuite inlassable réduisent en réalité ces possibilités infinies à des résultats limités. Clara découvrit cette sagesse à travers son propre parcours de musicienne renommée. J'ai toujours cru que la maîtrise venait d'une pratique sans fin et d'une répétition forcée. Cependant, sa percée artistique est arrivée lorsqu'elle a appris à écouter le silence entre les notes. Dans cet espace, elle a trouvé la musique qui avait toujours existé en elle, attendant qu'elle s'écarte simplement de son propre chemin. Ce principe va au-delà de l'art. L'univers parle en chuchotant, pas en criant. Ses conseils ne viennent pas dans le tourbillon de l'activité, mais dans des moments de calme réceptif. Lorsque vous apprenez à être immobile, vous vous alignez sur le rythme naturel de la création elle-même. Pour accéder à ce pouvoir transformateur, adoptez cette ancienne pratique du calme. Chaque jour, créez un espace sacré de silence. Trouvez un endroit où vous ne serez pas interrompu. Asseyez-vous confortablement et laissez votre respiration suivre son rythme naturel. N'essayez pas de vider votre esprit. Observez simplement vos pensées sans vous y impliquer, comme si vous regardiez des nuages passer dans le ciel. Commencez par 5 minutes et prolongez progressivement ce temps, au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise avec le calme. Dans ces moments de quiétude, gardez vos désirs légèrement présents dans votre conscience, non pas comme des souhaits désespérés, mais comme des graines déjà plantées dans un sol fertile. Ayez confiance que, dans ce silence, vous devenez un aimant pour l'inspiration divine et la manifestation sans effort. N'oubliez pas, les forces les plus puissantes de l'univers, la gravité, l'électricité, le magnétisme, opèrent dans un silence complet. Votre propre pouvoir n'émerge pas de ce que vous faites, mais de ce que vous devenez dans ces instants de calme sacré. Chapitre 5. Pourquoi vous devez vous perdre pour tout trouver? Au cœur d'une métropole animée, Robert se tenait devant le miroir de sa salle de bain, entouré de livres de développement personnel, d'affirmations collées sur chaque surface et d'une liste interminable d'habitudes à adopter. Chaque matin, il s'examinait, cherchant des défauts à corriger, des qualités à améliorer et des aspects de lui-même à perfectionner. Pourtant, à chaque nouvelle technique maîtrisée, à chaque habitude formée, à chaque affirmation répétée, il se sentait de plus en plus vide. Vous aussi, vous avez peut-être emprunté ce chemin, le voyage sans fin de l'amélioration de soi qui paradoxalement vous éloigne de votre véritable essence. Les anciennes traditions de sagesse parlent d'une vérité profonde. Votre quête incessante d'amélioration est le voile même qui dissimule votre perfection innée. L'univers fonctionne selon un principe de plénitude et non de fragmentation. Lorsque vous cherchez constamment à vous améliorer, vous affirmez inconsciemment que vous êtes incomplet, brisé ou insuffisant. Cette croyance devient une prophétie auto-réalisatrice, créant un cycle sans fin de recherche qui ne peut jamais être satisfait. La véritable transformation ne se produit pas par addition, mais par soustraction. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose de nouveau, mais de se débarrasser des couches de fausses identités qui dissimulent votre nature authentique. Comme un sculpteur révélant le chef-d'œuvre en retirant l'excès de pierre, votre chemin vers le pouvoir réside dans la libération de ce que vous n'êtes pas. Edna, une musicienne talentueuse, a passé des années à essayer de devenir ce qu'elle pensait qu'un grand artiste devait être. Elle a étudié d'innombrables techniques, imité des maîtres célèbres, et s'est imposé une discipline stricte au point d'en perdre sa spontanéité.
Sa percée n'est arrivée que lorsqu'elle a cessé d'essayer d'être quelqu'un. En abandonnant son identité soigneusement construite, elle a découvert en elle une voix pure, authentique et absolument originale. Cette vérité s'applique à tous les domaines de la vie. Plus vous essayez de vous réparer, plus vous renforcez l'illusion d'être brisé. Plus vous vous efforcez de devenir, plus vous vous éloignez de qui vous êtes vraiment. Pour accéder à votre pouvoir authentique, pratiquez ce rituel ancien de libération d'identité. Trouvez un endroit calme et fermez les yeux. Rappelez-vous toutes les étiquettes que vous vous êtes données, toutes les choses que vous pensez devoir être ou devenir. Maintenant, laissez-les se dissoudre, une à une, comme la brume matinale au soleil. Ressentez la légèreté qui accompagne chaque libération. Observez chaque identité disparaître, compétiteur, chercheur, brisé, incomplet. Ne vous précipitez pas pour combler l'espace laissé vide. Reposez-vous simplement dans la conscience qui demeure lorsque toutes les étiquettes s'en vont. Dans cet espace d'existence pure, vous découvrirez que ce que vous cherchiez était déjà présent. Votre véritable pouvoir ne réside pas dans le devenir, mais dans l'être, non pas en ajoutant, mais en libérant, non pas en réparant, mais en reconnaissant la perfection qui a toujours été votre état naturel. Chapitre 6. Le pouvoir de l'observateur. Dans les salles sacrées d'une prestigieuse institution de recherche, Charles observait jour après jour des particules quantiques à travers son microscope. Il remarqua quelque chose d'extraordinaire. Le simple fait d'observer ces particules modifiait leur comportement. Cette révélation ébranla les fondements de sa compréhension scientifique, le conduisant à une vérité ancienne que les mystiques connaissaient depuis des millénaires. Vous êtes au seuil de cette même découverte. Comme Charles l'a constaté, l'observation change la réalité au niveau quantique, et vous possédez également ce pouvoir transformateur de la conscience. Lorsque vous prenez du recul et devenez le témoin de vos pensées et de vos émotions, plutôt que de vous laisser happer par elles, vous initiez un changement profond dans votre réalité. L'univers ne réagit pas à ce que vous pensez, mais à votre relation avec vos pensées. Lorsque vous fusionnez complètement avec un schéma de pensée négatif, vous devenez ce schéma. Mais lorsque vous créez un espace entre vous et vos pensées, vous activez le pouvoir de l'observateur, la conscience qui sous-tend toute expérience. Ce principe s'étend bien au-delà du laboratoire. Les pensées sont de l'énergie et restent des ondes de possibilités tant qu'elles ne sont pas observées. En apprenant à les observer avec détachement, vous transformez ces ondes en réalité choisie. Ce n'est pas qu'une simple théorie. C'est l'application pratique de la mécanique quantique et de la sagesse spirituelle intemporelle. Béatrice découvrit cette vérité au cours de ses heures les plus sombres, submergée par l'anxiété et la peur. Elle avait toujours été à la merci de ces tempêtes émotionnelles. Puis, elle apprit l'art de devenir témoin. Au lieu de dire « je suis anxieuse », elle apprit à observer « il y a de l'anxiété ici ». Ce changement subtil créa un espace entre son vrai moi et le climat temporaire de son état émotionnel. Dans cet espace, elle trouva la liberté. À mesure qu'elle maîtrisait cette pratique d'observation détachée, sa réalité se transforma. Les vagues qui la submergeaient autrefois devinrent de simples nuages dans le vaste ciel de sa conscience. Elle découvrit qu'elle n'était pas ses pensées ou ses émotions, mais le témoin éternel de ces phénomènes passagers. Pour accéder à ce pouvoir de l'observateur, pratiquez cette technique ancienne. Lorsqu'une pensée ou une émotion négative surgit, ne la combattez pas et n'essayez pas de la changer. Au lieu de cela, revenez à la position du témoin. Observez la pensée ou l'émotion comme si vous la regardiez sur un écran. Dites « j'observe cette pensée » plutôt que « c'est ma pensée ». Ressentez l'espace entre votre conscience et la pensée elle-même. Reposez-vous dans cet espace.
Remarquez comment la pensée perd de son pouvoir lorsque vous ne vous identifiez plus à elle. C'est le pouvoir de l'observation détachée, le même qui modifie la réalité au niveau quantique et qui œuvre maintenant à travers votre conscience pour transformer votre vie. Chapitre 7. La force secrète qui attire la réalité vers vous. Dans le marché animé de la ville, Arthur se tenait derrière son comptoir, observant les clients potentiels. Pendant des années, il avait maîtrisé toutes les techniques de vente, mémorisé d'innombrables scripts et peaufiné ses arguments. Pourtant, le succès restait insaisissable. Chaque jour se transformait en lutte épuisante pour convaincre les gens d'acheter. Puis, un matin, Arthur tomba malade. Trop faible pour maintenir son discours enthousiaste habituel, il demeura immobile, se contentant d'offrir de sincères sourires à ceux qui s'approchaient. À sa grande surprise, plus de personnes que jamais s'arrêtèrent à son stand. Sans la pression de ses tactiques de vente, les clients furent séduits par sa présence authentique. Il restait plus longtemps, posait des questions et achetait davantage que lorsqu'il essayait de vendre. Ce principe régit tous les aspects de la vie. La loi de l'effort inverse révèle que plus vous poursuivez quelque chose, plus la vie résiste. Lorsque vous libérez le besoin de tout faire bouger, vous vous alignez sur le flux naturel de l'énergie universelle. Il ne s'agit pas d'une résignation passive, mais d'une permission active, d'un état de conscience réceptif qui attire à vous les désirs de votre cœur. Pensez à l'eau. Quand vous essayez de l'attraper, elle vous échappe. Lorsque votre main est ouverte, elle s'y accumule naturellement. Ce même principe s'applique au succès, à l'abondance et aux relations. L'univers ne répond pas à votre effort, mais à votre état d'être. Dorothy comprit cette vérité après des années passées à chercher l'amour. Elle avait participé à tous les événements sociaux, s'était inscrite sur d'innombrables sites de rencontres et avait créé le profil parfait. Pourtant, la véritable connexion restait hors de portée. Ce n'est que lorsqu'elle arrêta de chercher, vraiment arrêta de chercher, que tout changea. Au cours d'un après-midi tranquille, alors qu'elle faisait enfin la paix avec sa solitude, elle rencontra quelqu'un qui allait changer sa vie. Sans l'énergie de la recherche, elle était devenue trouvable. Il est temps pour vous de faire l'expérience directe de cette vérité. Pendant les 7 prochains jours, pratiquez l'art de ne pas chercher. Choisissez un domaine de votre vie où vous avez investi beaucoup d'efforts, carrière, relations, objectifs personnels. Au lieu d'essayer de faire en sorte que les choses se produisent, entrez dans un état de permission. Commencez chaque matin en reconnaissant vos désirs, puis abandonnez consciemment le besoin de les poursuivre. Tout au long de la journée, lorsque vous vous surprenez à forcer ou à poursuivre, revenez doucement à un état de conscience réceptive. Remarquez à quel point cette approche diffère de votre habitude. Portez attention à ce qui se produit lorsque vous arrêtez d'essayer d'imposer vos désirs et laissez plutôt les choses se dérouler naturellement. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'abandonner vos désirs, mais de vous aligner sur la loi naturelle qui régit toute réussite. Chapitre 8. Le paradoxe de ne rien vouloir et de tout recevoir. Dans les couloirs silencieux d'une prestigieuse université, Herbert tenait ses documents de recherche avec des mains tremblantes. Pendant 15 ans, il avait cherché la reconnaissance académique, publiant article après article, espérant désespérément l'approbation de ses pairs. Chaque matin, il se réveillait dans un vide dévorant, vérifiant ses index de citations et rafraîchissant constamment sa boîte mail pour guetter les invitations à des conférences. Vous avez peut-être connu ce sentiment, le désir constant qui consume vos pensées et vous rend incapable d'apprécier l'instant présent. Comme Herbert, vous avez peut-être découvert que ce désir lui-même devient une prison, au mur bâti par le besoin insatiable d'obtenir quelque chose. Les anciens maîtres ont souvent déclaré « l'attachement est la racine de la souffrance ».
Toutefois, cela ne signifie pas qu'il faut abandonner ses rêves. Ils enseignaient plutôt que la véritable manifestation se produit dans l'espace entre le désir et le lâcher-prise. Lorsque Herbert comprit enfin cette sagesse, tout changea. Une nuit, après une énième lettre de refus, il rangea tous ses papiers dans un tiroir et partit se promener. Pour la première fois depuis des années, il se permit d'exister sans chercher à prouver sa valeur. Il commença à enseigner non pas pour la reconnaissance, mais pour le pur plaisir de partager son savoir. En quelques semaines, un événement extraordinaire se produisit. Les opportunités qu'il avait jadis traquées se présentèrent à lui presque sans effort. Ce principe opère à travers un mécanisme subtil de conscience. Lorsque vous désirez intensément quelque chose, vous transmettez à l'univers une fréquence de manque. Cette fréquence repousse les choses mêmes que vous désirez. Mais lorsque vous libérez le désir tout en maintenant une intention claire, vous entrez dans un état de permission magnétique. Pour passer du désir à la réception, pratiquez ce rituel ancien de libération. Chaque nuit, asseyez-vous en silence et rappelez-vous vos désirs les plus profonds. Ressentez-les pleinement. Permettez-vous de goûter leur intensité. Imaginez ensuite rassembler tous ces désirs dans une sphère de lumière dans votre cœur. Voyez cette sphère briller davantage à chaque respiration. Puis, visualisez l'ouverture de votre cœur et la libération de cette sphère vers l'univers, avec la confiance que ce qui vous est destiné reviendra au moment parfait. En pratiquant cette libération, observez comment votre relation avec le désir se transforme. Comme Herbert, vous constaterez peut-être que les choses mêmes que vous poursuiviez autrefois commencent à vous poursuivre. Ce n'est pas une coïncidence, mais le fonctionnement naturel de la loi universelle. Lorsque vous relâchez l'emprise du désir, vous créez un espace pour recevoir. Chapitre 9. L'effort et la barrière. À l'aube calme, avant un match de championnat, Joseph se tenait sur le terrain. Pendant des années, il s'était poussé au-delà de ses limites, s'entraînant jusqu'à l'épuisement, analysant chaque mouvement et chaque geste. Pourtant, malgré ses efforts incessants, la victoire restait insaisissable. Ses muscles étaient tendus par l'anxiété, son esprit embrumé par le doute. Vous aussi, vous reconnaissez peut-être ce schéma. La croyance que le succès exige un effort acharné, que plus d'action équivaut à plus de résultats. Pourtant, dans les anciens parchemins se cache une vérité différente. La maîtrise n'émerge pas de la force, mais de l'abandon au flux naturel de la vie. Lorsque Joseph comprit enfin cette sagesse, sa performance bascula. Au lieu de forcer chaque mouvement, il laissa l'intelligence innée de son corps le guider. Au lieu de trop réfléchir, il s'appuya sur la connaissance profonde acquise au fil des ans. Dans cet état de permission, ses gestes devinrent fluides, sans effort, et d'une précision naturelle. L'univers fonctionne selon ce paradoxe. Plus vous vous abandonnez à son flux, plus il se déplace avec puissance à travers vous. À l'image de l'eau trouvant son cours naturel, le succès coule plus librement lorsque vous cessez de lui résister. Cette vérité résonne dans toutes les traditions spirituelles. Le Tao Te Ching parle du Wu Wei, le faire sans faire. La Bhagavad Gita enseigne le Karma Yoga, l'action sans attachement aux résultats. Et la psychologie sportive moderne confirme que les meilleures performances se produisent dans un état de conscience détendu, plutôt que dans un effort forcé. Joseph découvrit que la victoire ne venait pas du fait d'en faire davantage, mais d'en faire moins. En libérant le besoin de contrôler chaque aspect de sa performance, il accéda à une intelligence plus vaste qui savait exactement comment bouger, frapper et se positionner. Pour accéder à cet état de maîtrise sans effort, pratiquez cette méditation de l'état de flux. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Respirez naturellement en laissant chaque souffle se dérouler sans effort. Remarquez comment votre corps sait respirer de lui-même.
Étendez cette conscience à tout votre être. Sentez l'énergie subtile circuler en vous, sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Observez simplement ce flux pendant quelques minutes en abandonnant toute envie de le contrôler. Lorsque vous rouvrez les yeux, emmenez cette conscience dans vos activités. Cette pratique vous dévoile la vérité. Vous n'êtes pas l'acteur, mais le canal à travers lequel circule l'intelligence universelle. Lorsque vous vous alignez sur ce flux, tout devient sans effort, non pas parce que vous avez cessé d'agir, mais parce que vous avez cessé d'interférer. Telle l'eau qui descend une montagne ou la feuille portée par le vent, vous ne luttez plus contre le courant divin de la vie. Vos actions naissent spontanément d'une sagesse profonde, guidée par la même intelligence qui orchestre la danse des planètes et l'épanouissement des fleurs. Dans cet état d'abandon, vous découvrez que le véritable pouvoir ne vient pas d'imposer votre volonté au monde, mais de vous laisser mouvoir par la sagesse infinie qui existe en vous et autour de vous. Chapitre 10. Le premier pas vers la liberté. À l'ombre d'une haute montagne, un marchand nommé Ling transportait toute sa fortune, or, bijoux et soieries précieuses, sur un pont étroit. Les planches de bois craquaient sous ses pieds, tandis qu'un vent violent hurlait dans le canyon en contrebas. À chaque pas, son emprise se resserrait sur ses trésors, ses jointures blanchies par la peur de tout perdre. Vous aussi, vous vous accrochez peut-être fermement à ce que vous appréciez le plus. Mais en cet instant, vous vous tenez au seuil d'une puissante vérité, une vérité qui a transformé des vies au fil des siècles. Alors que Léang avançait lentement, le vent devenait plus fort, et ses biens, de plus en plus lourds, rendaient chaque pas périlleux. Puis vint la leçon qui allait changer sa vie à jamais. Une femme sage apparut de l'autre côté du pont et lui dit « Ce n'est qu'en ouvrant tes mains que tu pourras te sauver. » À ce moment, Léang se trouva face à un choix ultime, s'accrocher à ses richesses et tout risquer, ou lâcher prise et découvrir un pouvoir plus grand. Lorsqu'il relâcha enfin son emprise, laissant ses trésors se disperser dans le vent, il ressentit un soulagement immédiat. Son corps s'allégea, ses mouvements devinrent assurés, et il traversa le pont sans encombre. À sa grande surprise, il découvrit que tous ses biens avaient été portés par le vent jusqu'à l'autre rive, soigneusement déposés là, en sécurité. Cette sagesse ancienne révèle le paradoxe du véritable pouvoir. La reddition n'est pas une défaite, c'est la porte vers la maîtrise. Quand vous relâchez votre emprise désespérée sur les résultats, vous vous alignez sur l'intelligence infinie de l'univers. Cette force, bien plus grande que la volonté individuelle, peut orchestrer des possibilités dépassant l'imagination. L'univers fonctionne grâce à la confiance, et non au contrôle. Comme l'eau qui contourne les obstacles, il trouve son chemin parfait lorsqu'il n'est pas obstrué par la peur. Votre rôle n'est pas de forcer, mais de permettre, non pas de diriger, mais de vous aligner. Un moine errant nommé Kai découvrit cette vérité lorsqu'il se perdit dans un désert immense. Pendant des jours, il lutta contre un environnement hostile, cherchant désespérément à retrouver son chemin. Ce n'est qu'en se soumettant au désert, en observant les indices subtils, la direction du vent, la forme des dunes, le mouvement des étoiles, qu'il fut guidé jusqu'à une oasis salvatrice. Maintenant, expérimentez cette reddition radicale. Pratiquez ce rituel. Tenez-vous debout dans un espace ouvert, les bras levés, les paumes tournées vers le ciel. Fermez les yeux et imaginez tout ce dont vous avez tenté de contrôler l'issue, désir, peur, attachement. Ressentez le poids de ces fardeaux. Puis, commencez à les libérer, un par un, dans l'espace infini au-dessus de vous. Laissez vos mains s'ouvrir progressivement, laissant chaque inquiétude s'envoler comme des feuilles au vent. Ressentez la légèreté qui accompagne chaque libération. Restez dans cette posture d'abandon complet jusqu'à ce que vous perceviez un changement profond dans votre énergie.
de l'attachement à l'accueil, de la force à la permission. Cette pratique peut susciter de la peur, l'ego résiste à l'abandon. Mais souvenez-vous, le véritable pouvoir vous attend de l'autre côté du lâcher-prise. Tout comme Léang découvrit l'abondance en lâchant prise et Kai trouva son chemin en s'abandonnant, vous verrez que ce que vous cherchez vous cherche également. Deuxième partie, maîtrisez la loi inverse. Utilisez la loi pour libérer une manifestation et un pouvoir illimité. Chapitre 11. Manifestation sans effort. Dans le silence qui précède l'aube, Walter était assis à son bureau, entouré de lettres de refus. Chaque mot semblait être un poids physique, écrasant ses rêves. Pendant 15 ans, il avait pourchassé la publication, réécrivant son roman d'innombrables fois pour plaire à des critiques imaginaires. Il en avait perdu l'essence. Vous aussi, vous reconnaissez peut-être ce schéma, la quête effrénée de validation externe qui épuise l'âme de ses plus belles créations. Pourtant, au cœur de cette lutte se trouve une vérité sacrée, qui a guidé les maîtres depuis des siècles. Lorsque Walter abandonna finalement, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il rangea son manuscrit et se mit à écrire uniquement pour le plaisir, créant des histoires qui faisaient chanter son cœur, sans aucune considération pour l'avis des éditeurs ou des critiques. Dans cet état de pure création, ses mots coulèrent comme un ruisseau limpide. Un éditeur, qui reconnut la force authentique de son œuvre, le contacta. Cela reflète le principe universel de la création sans effort. Les anciens mystiques comprenaient que toute manifestation commence dans le royaume invisible de l'énergie. La physique quantique moderne confirme maintenant ce que les sages d'autrefois savaient. L'observation façonne la réalité. Lorsque vous créez à partir d'un lieu d'alignement plutôt que d'effort, vous accédez à la même force qui fait germer les fleurs et naître les étoiles. Le parcours de Liliane en témoigne. Elle passa des années à perfectionner ses CV, à développer son réseau et à travailler d'arrache-pied pour décrocher le poste de ses rêves. Pourtant, le succès lui échappait. Puis elle opéra un changement radical. Au lieu de chercher des opportunités, elle commença à vivre comme si elle occupait déjà ce poste rêvé. Elle décora son espace de travail comme elle l'avait imaginé, organisa ses journées avec la confiance de quelqu'un exerçant déjà son métier idéal. En quelques semaines, une connexion inattendue l'emmena directement vers l'emploi exact qu'elle avait visualisé. La pratique de la manifestation sans effort vous invite à entrer dans cet état de création aligné. Trouvez un endroit calme et laissez votre réalité souhaitée surgir naturellement dans votre esprit. Contrairement à la visualisation traditionnelle, vous n'essayez pas de forcer ou de contrôler les images. Laissez-les émerger comme un film que vous regarderiez. Ressentez le plaisir naturel que vous procure cette vision sans vous y accrocher. Observez comment votre corps se détend lorsque vous libérez l'envie de faire. Si des pensées telles que « comment » ou « quand » apparaissent, laissez-les passer comme des nuages. Votre rôle n'est pas de diriger l'univers, mais de vous aligner sur son pouvoir créateur infini. Comme Walter, qui retrouva sa voix intérieure en s'abandonnant, et Liliane, qui matérialisa son rêve en étant plutôt qu'en cherchant. Vous verrez que la création coule naturellement lorsque vous vous écartez de son chemin. Chapitre 12. Pourquoi la foi surpasse la force. Dans le marché animé de la ville, Alfred serrait sa mallette comme un bouclier. Ses jointures blanchissaient de détermination. Chaque matin, il s'armait de scripts, de statistiques et de stratégies. Autant d'armes dans sa bataille pour conclure des affaires. Cependant, malgré ses efforts acharnés, le succès restait aussi insaisissable qu'une brume au lever du soleil. À travers vos propres luttes, vous reconnaissez peut-être ce schéma. Tentez de forcer votre chemin en croyant que la volonté pure peut soumettre la réalité. Pourtant, l'univers recèle une vérité plus douce. Un après-midi,
Alfred observa son concurrent Thomas en pleine présentation. Là où Alfred déployait un discours soigneusement répété, Thomas se contentait d'écouter puis de parler avec une certitude calme. Les contrats semblaient se matérialiser autour de lui, tel un champ magnétique. Son secret? Une confiance inébranlable en la perfection de chaque interaction. Cette vérité éternelle apparaît dans tous les textes sacrés. Il parle d'une foi capable de déplacer les montagnes, tandis que les neurosciences modernes révèlent comment nos croyances peuvent littéralement reconfigurer nos réseaux neuronaux. Lorsque vous croyez vraiment en un résultat, votre énergie bascule de la contrainte vers la permission, ouvrant la voie à l'abondance naturelle. Le parcours de Florence, en quête de guérison, illustre ce principe. Après des années de traitements, de protocoles et de remèdes, elle découvrit une autre voie. Au lieu de lutter contre son corps, elle se mit à faire confiance à son intelligence intérieure. Chaque matin, elle posait ses mains sur son cœur et ressentait la force divine circuler dans ses cellules. Elle cessa de chercher frénétiquement des solutions pour plutôt croire en sa capacité innée à se rétablir. En quelques mois, ses médecins constatèrent, stupéfaits, une amélioration spectaculaire de sa santé, non pas grâce à la lutte, mais grâce à l'abandon au pouvoir de guérison naturelle de son être. Pour activer ce même pouvoir de foi en vous, trouvez un endroit calme et asseyez-vous confortablement. Fermez les yeux et songez à quelque chose que vous avez tenté de forcer. Ressentez la tension que cette lutte a créée dans votre corps. Imaginez maintenant que vous abandonniez complètement cet effort, comme si vous laissiez tomber un sac trop lourd que vous avez porté. Laissez votre respiration s'approfondir en entrant dans un état de confiance totale. Ressentez le soulagement de savoir que ce que vous recherchez est déjà en route vers vous. Il n'y a rien à prouver, rien à promouvoir, rien à concrétiser de force. L'intelligence de l'univers dépasse de loin vos plans et vos stratégies. Restez dans cette sensation de foi absolue pendant plusieurs minutes, laissant toute question de comment ou de quand s'évanouir. Pratiquez cet abandon chaque jour et observez comment la vie répond, non pas à vos efforts, mais à votre confiance. Chapitre 13. Faire confiance à l'univers. Dans un modeste studio rempli de calendriers et de plans méticuleusement organisés, Thomas passait ses journées à essayer d'orchestrer chaque instant de son avenir. Ses tiroirs débordèrent de plans B pour ses plans A, et chaque scénario était soigneusement détaillé. Pourtant, la vie semblait se délecter à démêler ses intentions, aussi prudentes fussent-elles. Vous aussi, vous connaissez peut-être ce schéma. Calculez sans cesse, vous préparez à toute éventualité, sous l'illusion qu'une planification infaillible peut contrôler l'incontrôlable. Mais la sagesse éternelle enseigne le contraire. Au fil des siècles, les plus grands esprits ont reconnu que la certitude véritable se trouve au cœur de l'incertitude. Einstein parlait du mystère comme berceau de la véritable science. Bouddha enseignait que la paix découle non pas d'une assurance sur l'avenir, mais de l'abandon à ce qui est. Il ne s'agit pas simplement de philosophie, mais d'une réflexion profonde sur la nature de la réalité. Lorsque Thomas fut finalement contraint de renoncer à ses plans par les circonstances de la vie, il fit une découverte prodigieuse. Un courant plus profond le portait en avant, bien plus intelligent que ses stratégies. La vie se mit à circuler avec une aisance inédite, lui apportant des opportunités et des solutions imprévues. Ce phénomène rappelle le parcours d'Evel, qui avait passé des années à créer les conditions parfaites pour trouver l'amour. Des listes de critères, des rencontres soigneusement planifiées, des checklists interminables. Mais la véritable connexion n'apparut que lorsqu'elle mit de côté ses exigences et fit confiance au déroulement naturel de la vie. Un soir, après avoir annulé un énième rendez-vous trop calculé, Evel entra dans un café de quartier, sans attente ni agenda. C'est là qu'elle rencontra quelqu'un qui bouleversa son existence. Cette rencontre défia ses nombreux critères,
mais ouvrit son cœur d'une manière que ses plans n'auraient jamais pu accomplir. Pour intégrer cette sagesse, consacrez une journée entière à une pratique de confiance radicale. Commencez votre matinée en déclarant qu'il s'agit d'une journée sans planification. Lâchez prise sur vos horaires, vos attentes, votre besoin de tout maîtriser. Vivez chaque instant en ne répondant qu'à ce qui se présente directement devant vous. Lorsque l'envie de planifier ou de contrôler surgit, et elle surgira, observez-la simplement, sans la suivre. Ressentez l'inconfort de l'inconnu, puis demeurez présent. Observez comment la vie continue de couler, même sans votre orchestration méticuleuse. À mesure que vous naviguez dans cette journée de confiance, notez comment les solutions apparaissent d'elles-mêmes, comment les connexions se forment sans effort, et comment la sagesse émerge dès lors que vous êtes pleinement là. Cette pratique ne consiste pas à fuir vos responsabilités, mais à accéder à une intelligence plus vaste, qui se situe au-delà de vos plans limités. Chapitre 14. Le silence qui parle. Au cœur de l'effervescence de la ville, Benjamin était entouré de feuilles de calcul, d'analyses de marché et de plans d'affaires. Son esprit tournait à plein régime, tentant de clarifier le chaos par davantage de chaos. Chaque choix semblait une montagne à gravir, chaque décision, un labyrinthe sans issue. Plus il analysait, plus il se sentait paralysé. Peut-être reconnaissez-vous ce schéma dans votre propre vie, le tourbillon mental, la croyance que la réflexion sans fin fera émerger la solution. Mais l'univers abrite une réalité différente. Au plus profond du silence réside une sagesse, surpassant tout effort intellectuel. Cette connaissance ne provient pas du bruit de la pensée, mais des espaces silencieux entre les pensées. Les anciens maîtres zen l'ont enseigné, parlant d'un esprit aussi calme qu'une eau qui reflète parfaitement la réalité. Les neurosciences confirment aujourd'hui ce que ces sages savaient. Quand le cerveau entre dans des états de calme profond, les solutions émergent spontanément, issues de niveaux de conscience plus profonds. Benjamin ne découvrit cette vérité qu'après avoir été forcé au repos par l'épuisement. Un matin, au lieu de se plonger dans ses analyses, il resta simplement assis, en silence. Dans cette quiétude, la clarté surgit sans effort, non pas comme une pensée, mais comme une connaissance qui transcendait la pensée. Ce phénomène s'applique aussi au parcours de Marianne, dont l'inspiration artistique s'était tarie sous la pression de la création forcée. Des heures et des heures face à des toiles vierges n'amenèrent que frustration. Ce n'est que lorsqu'elle abandonna ses rituels oppressants et s'assit tranquillement, sans agenda, que les images affluèrent naturellement. Elle peignit alors une série d'œuvres qui touchèrent le public bien plus profondément que tout ce qu'elle avait cherché à forcer. La pratique, immersion dans le calme. Trouvez un espace tranquille, asseyez-vous et laissez votre souffle s'écouler au rythme naturel. Pendant 10 minutes, lâchez toute volonté de résoudre vos problèmes. Laissez les pensées aller et venir, sans les suivre. Reposez-vous simplement dans le silence qui existe derrière l'activité mentale. Observez comment les réponses émergent souvent, non pas d'un effort de réflexion, mais de ce calme profond qui se déploie lorsque l'on arrête de s'agripper. Telle une eau limpide, révélant ses trésors quand elle est immobile, votre esprit s'ouvre alors à la sagesse divine. Ayez confiance dans le fait que la vérité et la solution apparaissent lorsque vous leur en laissez la place. Dans ces moments de tranquillité, vous touchez du doigt l'intelligence infinie qui sommeille en vous. Tout ce que j'expérimente émane de mon propre être. Ne dites pas ces mots comme une affirmation pour vous convaincre, mais comme la reconnaissance d'une réalité éternelle. Laissez la vibration de cette vérité résonner au plus profond de votre âme. Cessez de désirer ce que vous êtes déjà. Vous n'êtes plus le chercheur, mais le créateur. Dans cette nouvelle aube, voyez comment le monde répond, comme un écho, à votre souveraineté retrouvée.
Chapitre 15. Le principe du Wu Wei. Dans les couloirs anciens d'un temple, Edgar gisait, paralysé par la rigidité. Des années d'entraînement intensif l'avaient conduit à ce moment, mais plus il tentait de perfectionner ses mouvements, plus il devenait raide et inefficace. Comme Edgar, vous êtes peut-être tombé dans le piège de croire que la maîtrise exige de la force. La sagesse du Wu Wei, l'action par la non-action, révèle un paradoxe au cœur de la réussite. Lorsque vous lâchez le contrôle de l'intention, votre pouvoir naturel émerge. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'un alignement si pur que l'action s'écoule à travers vous. Les grands maîtres de l'Antiquité savaient que le pouvoir véritable ne vient pas en forçant le fleuve, mais en devenant le fleuve. Dans la vie quotidienne, observez comment l'effort crée la résistance. Quand vous vous accrochez trop fermement à un résultat, votre tension bloque le flux. Mais lorsque vous vous abandonnez à l'instant présent, permettant au geste de surgir spontanément, vous accédez à un courant de pouvoir plus profond. Hattie vécut ce basculement dans la gestion de son entreprise. Pendant des années, elle avait mené un combat acharné, rivalisant avec des concurrents plus grands et courant après chaque client potentiel. Chaque transaction était une bataille remportée de haute lutte, jusqu'au jour où elle découvrit l'art d'agir sans agir. Elle se déplaçait à travers son travail aussi naturellement qu'une respiration, n'imposant plus de force, mais répondant aux opportunités qui se présentaient. Dans cet état de fluidité, ses clients affluaient et ses affaires prospéraient, sans la pression ni l'épuisement d'autrefois. La pratique. Action sans effort. Choisissez 3 activités quotidiennes simples. Préparer du thé, marcher ou écrire, et exécutez-les en relâchant tout sentiment d'intention ou de tension. Laissez vos mouvements surgir d'eux-mêmes, comme s'ils se produisaient sans votre intervention. Observez comment votre corps sait exactement quoi faire lorsque vous le laissez simplement faire. Ressentez la différence entre une action forcée et une action autorisée. Quand la tension émerge, observez-la et laissez-la se dissoudre, telle la brume matinale au soleil. Laissez chaque mouvement naître d'un lieu de facilité, plutôt que d'effort. C'est le début du Wu Wei, l'art d'un faire plus puissant que n'importe quel effort forcé. Telle l'eau coulant à flanc de montagne, vos actions peuvent être à la fois douces et irrésistibles lorsque vous suivez le flux naturel. Dans ce nouvel état, vous accomplissez davantage tout en faisant moins. Vous activez un pouvoir ancien qui a guidé des générations de maîtres spirituels. Chapitre 16. Le chemin contre-intuitif vers la richesse et l'amour. Au cœur d'une ville bouillonnante, Franck s'entourait de livres, de séminaires et de stratégies financières. Ses étagères croulaient sous le poids de la sagesse en matière de création de richesses, mais son compte en banque restait obstinément vide. Chaque matin, il étudiait frénétiquement de nouvelles techniques, persuadé qu'il manquait une formule magique pour accéder à l'abondance. Cependant, l'univers nous réserve une leçon. Rechercher la richesse projette une subtile vibration de manque. Lorsque vous courez après l'argent, vous signalez à l'univers que vous n'en avez pas, et l'univers renforce cette croyance en écho. C'est le mécanisme caché de l'attraction. Ce n'est pas ce que vous faites qui importe, mais l'état d'être qui sous-tend votre action. La transformation de Franck commença lorsqu'il réalisa que sa quête effrénée provenait d'un profond sentiment d'indignité. Il cessa de traquer la richesse et choisit plutôt d'incarner l'énergie de l'abondance. Il se mit à avancer dans la vie comme si la prospérité emplissait déjà chaque recoin de son existence. Ses épaules se détendirent, sa respiration s'approfondit et une confiance naturelle s'installa. Il ne s'agissait pas d'un argent réel, mais d'une valeur intrinsèque qu'il ressentait enfin. En quelques semaines, les opportunités affluèrent, des clients le contactaient, des investissements s'alignaient, et les ressources apparurent naturellement.
Franck réalisa alors ce que les mystiques ont toujours su. L'abondance n'est pas quelque chose que l'on poursuit, mais quelque chose que l'on est. L'histoire de Rose démontre la même vérité sur le plan sentimental. Après des années passées à chercher l'amour, elle découvrit que sa recherche constante provoquait la fuite de partenaires potentiels. Lorsqu'elle cessa de chasser l'amour et commença à rayonner d'estime de soi, tout changea. Elle décida de vivre chaque journée dans la plénitude d'une personne qui sait qu'elle est aimée et digne d'amour. Sans effort, l'amour vint la trouver, attiré par l'éclat d'une plénitude enfin reconnue. La pratique, incarnez vos désirs. Pendant les 7 prochains jours, entraînez-vous à être, plutôt que de chercher. Choisissez un domaine où vous avez beaucoup cherché des résultats. Argent, amour, succès. Chaque matin, prenez 3 respirations profondes et laissez l'énergie de ce désir déjà réalisé remplir votre être. Avancez dans la journée, comme si vous aviez déjà ce que vous voulez. Parlez comme si vous aviez déjà atteint votre but. Observez comment ce basculement affecte la manière dont les autres interagissent avec vous, comment les opportunités apparaissent et comment votre réalité s'aligne peu à peu sur votre nouvel état intérieur. Ce n'est pas de la comédie, mais la permission donnée à votre subconscient et à l'univers de répondre à votre vibration de plénitude. Chapitre 17. L'art de faire moins et d'accomplir plus. Dans les tours étincelantes d'un empire d'entreprise, Oscar travaillait jusqu'à l'épuisement. Son agenda était saturé de réunions, sa boîte mail débordante et son esprit surchargé de stratégies infinies. Pourtant, malgré son activité frénétique, la véritable réussite lui échappait. On vous a enseigné que le succès exige un effort maximal, que plus vous agissez, plus vous réussissez. Mais cette illusion vous enferme dans un cycle d'actions inutiles, tandis que le flux naturel de l'univers se propage sans vous. La vérité repose sur un principe ancien, aujourd'hui corroboré par l'observation moderne. Quelques actions essentielles produisent la majeure partie de vos résultats. C'est la fameuse loi de Pareto, 80-20, qu'on peut également voir comme une loi spirituelle de simplicité. Lorsque vous vous alignez sur ce principe, vous entrez en résonance avec le flux cosmique du moindre effort. La transformation d'Oscar débuta lorsqu'il se libéra des tâches qui ne lui apportaient que peu de valeur. Il arrêta de vouloir tout faire et se consacra à ses rares actions générant le plus d'impact. Il découvrit alors la puissance de l'action inspirée, ces moments où l'univers lui soufflait la bonne idée, au bon moment, sans qu'il ait à la forcer. L'histoire de Boula suit la même trajectoire dans le domaine de la guérison. Elle passa des années à suivre des protocoles complexes, des régimes drastiques et des soins à n'en plus finir. Sa vraie percée se produisit quand elle simplifia tout, ne conservant que ce qui résonnait vraiment en elle. Alors, l'intelligence naturelle de son corps émergea. La pratique, détoxification de l'effort. Pendant 3 jours, entraînez-vous à éliminer systématiquement les efforts superflus. Commencez par lister toutes vos obligations et vos tâches. Ensuite, dans un état de calme, demandez-vous: quelles sont les actions réellement utiles? Qu'est-ce qui naît d'une inspiration authentique plutôt que d'une obligation? Supprimez ou déléguez tout le reste. Lorsque vous hésitez sur une tâche, faites une pause et interrogez-vous: est-ce essentiel? Est-ce la façon la plus simple de faire? Renoncez à la compulsion de vouloir remplir chaque instant. Observez votre énergie se recentrer sur l'essentiel et comment l'inspiration vous guide naturellement vers l'efficacité. Ce n'est pas de la paresse, mais une harmonisation à la simplicité élégante de l'univers, où moins d'actions génèrent de meilleurs résultats. En adoptant cette pratique de action sans effort, vous constaterez combien la nature, dans sa magnificence, œuvre au travers de la simplicité et non de la complexité imposée. Chapitre 18. La beauté de l'incertitude. Dans une petite ville, Harold planifiait sa vie à la minute près.
Chaque matin, il vérifiait 3 fois la météo avant de choisir ses vêtements. Il gardait des feuilles de calcul pour chaque décision, dans l'idée qu'une planification parfaite lui apporterait la sécurité. Mais la vie s'amusait à défier ses précautions, faisant s'écrouler un à un ses plans savamment élaborés. On vous a peut-être dit que la connaissance est un pouvoir et que la certitude garantit la sécurité. Pourtant, la sagesse ancienne nous enseigne un paradoxe. Le pouvoir réside dans l'acceptation de l'inconnu. Lorsque vous relâchez l'illusion du contrôle, un champ infini de possibilités émerge. L'univers se déploie dans l'incertitude. Ce n'est pas un concept abstrait, mais la base de la physique quantique. Au niveau élémentaire, la certitude se dissout dans un nuage de probabilités. Notre désir de certitude crée une résistance au flux de la vie et nous aveugle aux opportunités qui gisent dans le mystère. La transformation d'Harold commença lorsque ses plans furent anéantis par des circonstances imprévues. Sans aucune routine ni vision prédéfinie, il découvrit que la créativité fleurit dans l'inconnu et que de nouvelles occasions surgissent précisément lorsqu'on ne peut plus les anticiper. Sur les marchés de Damas, Mabel, une marchande, avait hérité d'un commerce familial. Des années durant, elle emprunta les mêmes routes et traita avec les mêmes fournisseurs. Lorsque des intempéries détruisirent de sa route commerciale habituelle, elle fut obligée d'explorer de nouveaux itinéraires. Dans cette incertitude forcée, elle découvrit des produits exotiques, de nouveaux clients et une prospérité qu'elle n'aurait jamais atteinte en se cantonnant à ses vieilles habitudes. La pratique. Accueillir l'incertitude. Demain, faites un pas volontaire vers l'inconnu. Renoncez à vos routines ou à vos attentes habituelles. Laissez tomber vos plans, vos listes de tâches, et commencez la journée comme une toile blanche. Lorsque votre esprit réclame de la certitude, rappelez-vous, je choisis de m'ouvrir aux possibilités infinies. Faites des choix qui vous écartent de vos sentiers battus. Prenez un autre chemin pour aller au travail. Engagez la conversation avec un inconnu. Testez une activité nouvelle. Lorsque l'anxiété face à l'inconnu émerge, respirez et observez-la, au lieu de vous précipiter pour la fuir. Voyez comment l'incertitude ouvre des portes que votre besoin de contrôle maintient fermées. Percevez comment, en lâchant la nécessité de tout savoir, vous créez un espace où l'univers peut opérer sa magie. Il ne s'agit pas d'imprudence, mais d'un alignement avec l'état naturel de l'univers, un potentiel infini. À mesure que vous abandonnez vos certitudes, remarquez les synchronicités et les opportunités inattendues. Chaque instant passé à embrasser l'inconnu renforce votre confiance dans cette force supérieure qui orchestre toutes choses. Chapitre 19. Le pouvoir de la non-résistance. Dans les hautes terres d'Écosse, Léonard se tenait au bord d'une rivière déchaînée. Des années durant, il avait lutté contre tous les obstacles de sa vie. Revers professionnels, difficultés relationnelles, problèmes de santé. Chaque défi devenait un combat qui le laissait exténué. Vous aussi. Vous avez peut-être été conditionné à vous battre, à pousser, à résister à tout ce qui se dresse sur votre route. Pourtant, au plus profond de la sagesse intemporelle, une révélation attend. L'art de la non-résistance est plus puissant que toutes vos luttes combinées. Lorsque vous résistez au flux de la vie, vous créez des turbulences qui épuisent votre énergie et obstruent votre chemin naturel. Tel un rocher s'opposant au courant, votre résistance génère plus de chaos qu'elle ne protège quoi que ce soit. L'univers fonctionne pourtant avec une précision parfaite. Votre résistance ne fait que perturber cette intelligence. La transformation de Léonard s'enclencha le jour où il observa l'eau se courber sans effort autour des rochers. Elle n'avait jamais besoin de lutter, et pourtant, elle atteignait toujours sa destination. À cet instant, il comprit que la puissance de l'eau résidait dans sa souplesse.
non pas dans la force. Dans les ruelles inondées de Venise, Agnès gérait une petite auberge, oscillante entre saisons fastes et creuses. Elle se débattait chaque hiver pour maintenir coûte que coûte le flux financier d'un été qui s'était évanoui. Ce n'est que lorsqu'elle accepta pleinement les rythmes naturels des saisons qu'elle s'ouvrit à l'inspiration. Elle profita des mois calmes pour innover, se renouveler et créa de nouveaux services qui rendirent finalement son auberge plus florissante que jamais. La pratique, libérer la résistance. Pendant 3 jours, soyez attentifs aux endroits où vous luttez contre le flot de la vie. Repérez la tension dans votre corps, la rigidité de vos pensées, chaque fois que les circonstances s'écartent de vos plans. Plutôt que de vous opposer à ce qui est, entraînez-vous à dire « oui » à l'instant présent. Commencez chaque matin en fixant l'intention. Aujourd'hui, je me laisse porter par la vie au lieu de la combattre. Lorsque des défis surgissent, relâchez votre corps au lieu de le crisper. Observez comme les solutions apparaissent plus facilement quand vous ne les contraignez plus par votre résistance. Cette voie ancienne n'est pas la capitulation, mais l'alignement avec l'intelligence universelle, plutôt que de vous y opposer. Telle l'eau qui se ferait un chemin, vous découvrirez que l'acceptation a plus de pouvoir que la résistance. En abandonnant la volonté de contrôler la vie, vous vous connectez à un flux qui vous guide vers le plus grand bien. Chaque respiration devient alors un rappel de s'assouplir, de céder et de faire confiance. Chapitre 20. La clé finale. Au centre d'une ville animée, Clarence s'agrippait à ses plans et à ses tableaux de bord, comme à des bouées de sauvetage contre l'incertitude. Chaque matin, il se levait, angoissé à l'idée de manquer la moindre occasion ou de commettre la moindre erreur. Ses stratégies, pourtant méticuleuses, semblaient constamment contrecarrées par l'imprévisible. On vous a peut-être enseigné que le contrôle apporte des résultats et que la planification assure la victoire. Mais voici la vérité la plus profonde. Lorsque vous relâchez tout contrôle, le flux de la vie, infini et parfait, vous mène précisément où vous devez être. L'univers n'agit pas pour vous, mais à travers vous. Chaque tentative de forcer votre volonté à contre-courant crée une résistance qui éclipse la magie naturelle de la vie. Lorsque Clarence abandonna finalement ses projets, acceptant l'invitation à se laisser porter, tout se transforma. Des opportunités apparurent sans effort, des connexions se tissèrent spontanément, et le succès se présenta au-delà de tout ce qu'il avait envisagé. Cette vérité est partagée par d'innombrables traditions spirituelles. Le courant de la vie, c'est toujours le chemin parfait. Comme une feuille portée par un ruisseau, vous atteignez votre destination non pas par effort, mais par abandon total au courant. Dans une petite ville côtière, Ma avait cru pendant des décennies qu'elle était l'unique architecte de son destin. Elle tenta de contrôler chaque détail et força chaque résultat jusqu'à en être épuisée. Puis un matin, alors qu'elle observait l'océan façonner le littoral, elle réalisa que l'eau ne luttait pas pour créer ces motifs harmonieux. Cela arrivait simplement. Quand Ma laissa la vie se dérouler d'elle-même, elle découvrit qu'elle n'avait jamais eu besoin de contrôle. Le courant l'avait toujours portée, sa résistance seule la retardait. Dès lors, emportée par le flot, elle vit s'accomplir tout ce qu'elle avait jusqu'alors tenté de forcer. La pratique. Rituel d'abandon total. Trouvez un endroit paisible, fermez les yeux et imaginez-vous tel de l'eau, parfaitement fluide, n'offrant aucune résistance au courant qui vous guide. Sentez-vous devenir aussi malléable que la brume, aussi adaptable que le vent. Pour les prochains jours, commencez chaque matinée en relâchant consciemment tout effort forcé, toute pensée rigide, tout muscle contracté. Dites en silence « Je m'abandonne complètement au flux parfait de la vie. Je libère tout besoin de contrôle, de force ou de direction. Je permets au courant infini de me porter. »
Laissez ces paroles dissoudre les barrages que vous avez érigés contre le rythme naturel de l'existence. Durant la journée, lorsque vous vous surprenez à forcer ou à vous crisper, revenez à cet état d'abandon total. Rappelez-vous que l'univers coule à travers vous. Comme l'eau qui s'écoule autour d'un obstacle, ayez confiance que votre chemin se révélera de manière parfaite au moment opportun. Dans votre reddition se trouve votre pouvoir le plus grand. Observez la mâchoire qui se serre, le poing qui se contracte, l'esprit qui s'emballe en tentant de contrôler les résultats. Ce sont des signes subtils de résistance. Prenez une profonde inspiration et rappelez-vous la sagesse des âges. Toute grande création de la nature provient de la permission, non de la force. Le fleuve ne lutte pas contre ses rives. Il coule en leur sein, façonnant la beauté par l'acceptation. Dans cet abandon, il y a la force ultime. Troisième partie. Devenir inarrêtable. Vivez comme un maître de la réalité et transcendez la lutte pour toujours. Chapitre 21. L'état d'esprit du manifestant sans effort. Au plus profond de l'hiver, Howard se tenait devant son tableau de visualisation, examinant chaque détail et se demandant si sa manifestation fonctionnait. Son esprit s'emballait. En ai-je assez fait? Ai-je assez visualisé? Dois-je essayer une autre technique? Ce doute incessant le piégeait dans un labyrinthe d'incertitudes. Vous aussi. Vous avez peut-être cru que la manifestation exigeait une surveillance constante, comme observer une casserole d'eau dans l'espoir qu'elle bouille plus vite. Mais cette attention anxieuse crée une résistance qui empêche le processus naturel. Quand vous plantez une graine, vous ne la déterrez pas quotidiennement pour vérifier sa croissance. Vous faites confiance aux forces invisibles de la nature, sachant que la graine va germer. C'est la vérité subtile qui convertit le simple désir en manifestation puissante. Le subconscient, ce portail antique vers le pouvoir universel, ne répond pas à l'espoir, mais à la conviction. Lorsque Howard cessa enfin de s'interroger et s'installa dans une certitude paisible, sa réalité se transforma. Les offres d'emploi arrivèrent, les relations s'épanouirent, et les opportunités se présentèrent, non pas parce qu'il avait raffiné sa technique, mais parce qu'il avait adopté une connaissance intérieure inébranlable. Dans une vallée reculée, qui vécut un parcours similaire? Elle passait son temps à chercher des signes, à interpréter la forme des nuages ou à décrypter des coïncidences. Mais la manifestation restait hors de sa portée. Le déclic se produisit lorsque qui comprit la leçon? Ceux qui ont la foi n'ont pas besoin de signes. Dès qu'elle arrêta d'exiger des confirmations et s'installa dans la certitude silencieuse que ses désirs se réaliseront, l'univers conspira pour lui apporter chaque élément nécessaire à leur réalisation. Votre pouvoir réside dans votre état de connaissance. Lorsque vous savez, sans l'ombre d'un doute, que votre souhait est déjà réalisé dans le domaine invisible, le monde visible doit se réorganiser pour refléter cette certitude. La pratique, activez la certitude. Asseyez-vous en silence et rappelez-vous un moment de votre vie où vous saviez quelque chose sans aucun doute. Peut-être le lever du soleil, ou la façon dont l'eau étanche votre soif. Ressentez cette certitude dans votre corps. Maintenant, choisissez un désir et insufflez-lui cette même certitude. Ne souhaitez pas, ne priez pas, sachez. Quand le doute s'insinue, ne le combattez pas. Observez-le, tel un nuage, et laissez-le passer. Revenez à votre savoir intérieur. Ressentez la différence entre espérer et savoir, entre souhaiter et être sûr. C'est cette certitude qui fait vibrer l'univers en accord avec vos désirs. Chapitre 22. Devenir une force magnétique. Dans les rues bondées de la ville, Stanley traversait la vie avec un air désespéré. Chaque interaction était une demande d'approbation. Chaque relation, une recherche pour combler un vide. Il assistait à tous les événements,
s'inscrivait sur tous les réseaux, suivant 1000 conseils d'attraction. Plus il essayait, plus les gens le fuyaient. Vous reconnaissez sans doute ce schéma. La loi universelle reste invariable. Ce que vous poursuivez vous échappe, tandis que ce que vous incarnez vous est naturellement attiré. Les anciens l'ont répété. L'univers ne répond pas à vos efforts, mais à votre essence. Lorsque Stanley cessa enfin de courir après la validation, tout changea. Son énergie passa du besoin à l'être. Sans changer ni son apparence ni sa situation, il devint soudainement magnétique. Les gens se mirent à rechercher sa compagnie, attirés par une force subtile qui émanait de son autosuffisance. Le pouvoir d'attraction ne vient pas de ce que vous faites, mais de qui vous êtes. Votre énergie parle avant vos mots, crée votre réalité avant toute action. Quand vous quittez l'état de recherche pour celui d'incarnation, l'univers ne répond pas à vos efforts, mais à votre vibration profonde. Dans un village de montagne, Mavis rêvait d'expandre sa petite entreprise. Elle se dispersait dans toutes les rencontres, envoyait des tonnes d'emails et multipliait les démarches. Rien ne se concrétisait. Elle réalisa alors la loi de l'alignement énergétique. Au lieu de chercher désespérément des contacts, elle devint la personne qui réussit naturellement. Elle rayonna l'énergie de la réussite, agissant avec l'assurance de quelqu'un qui sait déjà qu'il est soutenu. Comme par magie, les bonnes personnes et les bonnes opportunités vinrent à elle. La pratique pour changer votre signature énergétique. Trouvez un endroit calme et fermez les yeux. Ressentez l'énergie du besoin, de la recherche, de la tentative d'attirer. Remarquez sa lourdeur, sa contraction. Puis, dirigez-vous vers l'énergie d'avoir, de rayonner, de simplement être ce que vous désirez manifester. Ressentez à quel point cette énergie est légère, ouverte, expansive. Tout au long de la journée, lorsque vous retombez dans la quête, faites une pause. Respirez et réalignez-vous sur l'état d'être. Laissez votre présence devenir un aimant qui attire spontanément ce qui résonne avec votre pouvoir authentique. Ce n'est pas une technique, mais une vérité à incarner. L'univers ne répond pas à ce que vous voulez, mais à ce que vous êtes. Chapitre 23. L'équilibre entre l'abandon et l'action inspirée. Au cœur d'une ville trépidante, Milton était pétrifié dans son appartement. Son espace regorgeait de tableaux de vision et de journaux de manifestation, mais il ne passait jamais à l'action. Il craignait qu'en bougeant, il ne perturbe le plan de l'univers. Milton était tombé dans un piège courant parmi ceux qui découvrent la loi de l'attraction, confondre abandon et inaction. Pourtant, la nature nous montre une voie plus nuancée. La graine ne se contente pas de s'imaginer devenir un chêne, elle brise sa coque, étend ses racines et grandit vers la lumière. L'univers est fait de paradoxes. Le véritable abandon n'est pas l'inaction, mais l'action, sans attachement. C'est la danse des feuilles dans le vent. Elles bougent en harmonie avec le courant d'air, mais ne résistent jamais à l'endroit où elles atterrissent. C'est la rivière qui coule avec détermination, mais sans acharnement, même lorsqu'elle contourne un rocher. La percée de Milton se produisit quand il observa un maître potier au travail. Les mains de l'artiste étaient déterminées, mais douces, laissant l'argile s'exprimer. Milton réalisa alors que la manifestation requiert à la fois l'intention du potier et la souplesse de l'argile. Les anciennes philosophies l'ont toujours clamé. L'action et l'abandon ne sont pas opposés, mais partenaires dans la danse de la création. Les taoïstes parlent de wu-wei, d'agir sans forcer. Les arts martiaux démontrent que la vraie puissance naît dans des mouvements détendus. La physique quantique suggère que les particules sont à la fois en mouvement et en potentiel. Dans un petit village, Sylvia rêvait d'ouvrir un café en bord de mer. Pendant des années, elle attendit le signe parfait, craignant que la moindre action ne fasse échouer la synchronicité de l'univers.
Un jour, elle vit un enfant bâtir un château de sable. Le garçon s'appliquait tout en restant indifférent à la vague qui allait l'emporter. Inspirée, Sylvia commença à faire de petites actions en direction de son rêve. Des appels, des visites, des esquisses, tout en restant ouverte au changement. Quelques mois plus tard, son café ouvrit, pas dans l'endroit initialement imaginé, ni de la manière prévue, mais au-delà de tout ce dont elle avait rêvé. La pratique. Choisissez une petite action pour vous rapprocher d'un de vos désirs. Peut-être un appel que vous reportez, la première page d'un livre que vous voulez écrire, ou une conversation que vous évitez. Avant de faire ce pas, respirez profondément et ressentez que vous lâchez toute attente. Avancez alors avec la légèreté d'une feuille dans le vent et la fluidité de l'eau qui suit son cours. Votre action devient une offrande à l'univers, dénuée du fardeau d'un résultat précis. C'est l'essence de l'action inspirée, déterminée, mais abandonnée. Chapitre 24. L'art subtil de permettre. Dans la banlieue tranquille d'une ville intemporelle, Clyde biffait une nouvelle tentative infructueuse sur son journal de manifestation. Chaque matin, il fixait ses intentions, puis passait le reste de la journée à traquer des signes, à douter de ses méthodes, à se demander s'il faisait correctement. Cette frénésie de contrôle rappelle l'image d'une personne qui arrache sa graine de terre chaque jour pour voir si elle grandit. On vous a inculqué que manifester demande une vigilance permanente, mais cette volonté de surveiller crée une résistance. Quand vous plantez une graine, vous faites confiance à la nature. Elle connaît le moment parfait pour la germination, la juste séquence de croissance. La loi de la permission exige un lâcher-prise similaire. Chaque fois que vous vous demandez « est-ce que ça marche ?», vous envoyez une onde de doute qui perturbe précisément le processus que vous espérez nourrir. L'univers n'obéit pas à vos paroles, mais à votre énergie, qu'elle soit empreinte de confiance ou de crainte. Dans les cycles naturels, on trouve la sagesse de la non-interférence. La lune n'ordonne pas aux marées de monter ou descendre, elle brille, et les eaux suivent. Le soleil n'exige pas des fleurs qu'elles s'ouvrent, il luit, et elles éclosent à leur rythme. Gertrude, une artiste talentueuse, passa des années à tout contrôler. Email suivi, relances multiples, course aux opportunités. Cette énergie désespérée dressait un mur entre elle et le succès. Un matin d'hiver, elle remarqua un cocon sur la clôture de son jardin. Durant plusieurs semaines, elle l'observa sans y toucher. Lorsque le papillon en sortit, elle comprit que la transformation exige de l'espace. Dès lors, Gertrude arrêta de vérifier frénétiquement sa boîte mail ou de harceler les galeries. Elle laissa son travail parler de lui-même et s'autorisa à créer sans forcer la reconnaissance. En quelques mois, les propositions vinrent à elle, sans effort, plus belles qu'elle ne l'aurait jamais espéré. La pratique, offrir de l'espace. Pendant les 7 prochains jours, choisissez un domaine que vous cherchez à contrôler en permanence. Votre carrière, vos relations, un objectif particulier. Maintenez vos activités normales, mais repliez votre ingérence. Dès que vous vous surprenez à vouloir vérifier, vous imposer ou surveiller, retenez-vous. Laissez l'univers œuvrer dans l'invisible. Au début, cela peut sembler inconfortable, car l'ego est l'idée de ne pas s'en mêler. Mais, comme Gertrude et son papillon, vous devez laisser la vie faire son travail. L'univers attend simplement que vous dégagiez la voie pour agir en votre faveur. Rappelez-vous, ce qui m'est destiné ne peut me fuir, et ce qui ne m'est pas destiné ne peut me retenir. Chapitre 25. Pourquoi le bonheur vous trouve lorsque vous arrêtez de le chercher? Dans une ville animée, Wilbur courait d'une réussite à l'autre, convaincu que le bonheur l'attendait au bout de chaque victoire. Les trophées s'entassaient, les certificats décoraient ses murs. Mais la joie qu'il pensait saisir lui échappait constamment. Dès qu'il atteignait un but, un autre surgissait, le précipitant dans une course infinie.
On vous a appris que le bonheur résiderait dans le futur, après la promotion, après l'obtention d'un certain revenu, après la rencontre de la bonne personne. Cette quête perpétuelle dresse un fossé qu'aucun succès ne peut combler. En vérité, le bonheur n'est pas une destination, mais un état d'être. Les anciens maîtres l'ont répété. La joie n'existe que dans l'instant présent. Quand vous la projetez dans l'avenir, vous niez sa possibilité actuelle. Ce déni finit par nourrir un cercle vicieux de recherche, faisant oublier les innombrables petits bonheurs qui émaillent déjà vos journées. L'univers fonctionne selon un paradoxe. Ce que vous poursuivez sans relâche vous échappe. Ce que vous embrassez vous revient naturellement. Le bonheur ne réside pas dans la possession ou la réussite, mais dans la reconnaissance de ce qui est déjà là. Il ne provient pas d'un ajout dans votre vie, mais d'un réveil à sa plénitude inhérente. Blanche vécut une révélation alors qu'elle habitait une simple cabane en bordure de ville. Chaque jour, elle rêvait d'une maison plus grande, d'un meilleur travail, d'une vie plus épanouie. Puis, un matin, la lumière du soleil traversa sa cuisine rudimentaire, transformant son espace modeste en un temple de rayons dorés. Ce spectacle l'émerveilla. Elle réalisa alors qu'elle cherchait en vain ce qui était déjà présent. Dès lors, Blanche cessa de repousser sa joie au lendemain. Elle trouva des merveilles dans la routine quotidienne, la chaleur d'un thé, le chant des oiseaux, le sourire d'un passant. Son environnement n'avait pas vraiment changé, mais son regard si. La pratique, 3 fois par jour, à l'aube, à midi et au crépuscule, arrêtez-vous et regardez autour de vous. Trouvez 5 sources de bonheur dans votre environnement immédiat. Le jeu de la lumière sur un mur, la douceur d'un tissu, le rythme de votre propre respiration, le léger mouvement des rideaux, le chant lointain de la ville. Laissez-vous remplir de cette simplicité, sans chercher davantage. Résistez à la tentation de vouloir de plus grandes expériences ou de trouver cela insignifiant. Vous découvrirez que l'univers vous offre déjà 1000 cadeaux, attendant votre attention pour se dévoiler. En cultivant cette conscience, vous saisissez que le bonheur n'a jamais été perdu. Il était là, patient, dans chaque recoin de votre vie, attendant que vous le remarquiez. Chapitre 26. Vivre comme si vous l'aviez déjà. Dans un petit appartement avec vue sur la ville, Norman récitait des affirmations chaque matin, entouré de livres de développement personnel. Malgré ses promotions et ses réussites, un sentiment de manque persistait, comme s'il n'était pas assez. Cette voix intérieure l'incitait à poursuivre sans relâche plus et mieux. On vous a souvent dit que le chemin vers avoir passe par devenir, mais c'est précisément cette croyance qui vous maintient dans le manque. La vérité réside dans un principe simple, souvent ignoré. Votre subconscient ne perçoit pas ce qui est, mais ce que vous croyez qu'il est. Lorsque vous incarnez déjà la version de vous-même qui possède ce que vous désirez, vous activez des forces dépassant la raison. Ce n'est pas une comédie, mais un alignement avec une réalité existant déjà sous forme potentielle. Les mystiques l'enseignent depuis toujours, comme à l'intérieur, ainsi à l'extérieur. Norman découvrit cela en cessant de vouloir devenir et en commençant à être. Plutôt que de lister ce qu'il ferait lorsque le succès arriverait, il se mit à vivre comme s'il était déjà cet homme qui réussit. Ses choix, sa posture, son discours changèrent subtilement, reflétant sa nouvelle identité. En peu de temps, la réalité qu'il avait imaginée s'inséra dans sa vie. Edith, qui écrivait en secret dans le coin d'une librairie, rêvait de se faire publier. Longtemps, elle se focalisa sur la distance entre sa situation actuelle et son rêve, renforçant le sentiment d'inaccessibilité, jusqu'à ce qu'elle découvre l'art de l'incarnation. Elle commença à agir comme une auteure à succès. Elle s'aménagea un espace dédié à l'écriture, organisa ses journées comme si c'était sa profession, et parla de ses projets avec la confiance de celle qui connaît déjà sa valeur.
Un jour, dans un café, un agent littéraire remarqua sa détermination tranquille et lui demanda à voir son manuscrit. Ce qui parut magique aux autres était, pour Edith, la suite logique de son nouvel état d'être. La pratique, incarner le comme si. Demain, vivez comme si votre désir était déjà accompli. Choisissez les vêtements de votre vous futur. Agissez avec la sérénité de celui qui sait. Prenez des décisions à partir de cette perspective élevée. Quand vous parlez de votre rêve, faites-le avec la confiance de quelqu'un qui l'a déjà réalisé. Ce n'est pas de la prétention, mais la reconnaissance qu'une telle réalité existe déjà en potentiel. Vous lui permettez ainsi de s'ancrer dans votre expérience. Chapitre 27. La confiance inébranlable du maître manifesteur. Dans un atelier faiblement éclairé, Eugène s'acharnait à répéter encore et encore des affirmations, entourées de livres ésotériques et de grimoires anciens. Malgré des années de pratique, ses doutes revenaient inlassablement le hanter. En fais-je assez? Suis-je vraiment digne? Ne dois-je pas prouver quelque chose de plus? On vous a enseigné que la confiance viendrait après la réussite et que la certitude naîtrait après avoir accumulé des preuves. C'est la plus grande illusion enfermant l'être humain dans ses limites. L'univers ne répond pas à ce que vous faites, mais à ce dont vous êtes certain, au plus profond de vous. Lorsque vous examinez la vie des grands génies de l'histoire, inventeurs, artistes, leaders, vous découvrez ce fil commun. Ils possédaient une certitude inébranlable, avant même que la réalité extérieure ne l'entérine. Ils n'attendaient pas les preuves pour croire, leur croyance créait la preuve. Cette puissance est déjà en vous. Ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qu'on rappelle. Chaque enfant naît avec la conviction que tout est possible, jusqu'à ce que le monde lui enseigne à douter. Le tournant d'Eugène se produisit quand il comprit que ses doutes ne le protégeaient pas, mais érigeaient des barrières illusoires. Dès qu'il choisit une confiance totale, indépendamment des signes extérieurs, l'univers se réorganisa pour refléter cette connaissance intérieure. Myrtle doutait de ses capacités artistiques depuis des décennies, n'osant exposer ses œuvres que dans un cercle restreint. Elle découvrit alors la force de la certitude. Au lieu d'attendre d'être assez douée, elle peignit avec la certitude de créer déjà des chefs-d'œuvre. Elle partagea son travail avec l'assurance de quelqu'un qui sait que son talent est légitime. Le monde de l'art fut immédiatement séduit, comme s'il l'attendait depuis toujours. L'univers ne fait que répondre à l'onde que vous émettez. La pratique. Pendant les prochains jours, choisissez un désir et incarnez la certitude absolue de sa manifestation. Ôtez toute trace de doute dans vos pensées, vos paroles, vos actions. Lorsque le doute se présente, ne le combattez pas, observez-le passer comme un nuage. Parlez de votre désir comme s'il était déjà accompli. Agissez avec cette confiance tranquille qui naît de la connaissance et non de l'espoir. Ce n'est pas la réalité qui façonne votre certitude, mais votre certitude qui façonne la réalité. Chapitre 28. Le chemin de moindre résistance. Dans une forêt dense, Archibald avait passé d'innombrables heures à élaborer des projets d'affaires de plus en plus complexes. Chaque jour, de nouvelles stratégies et de nouvelles campagnes marketing s'ajoutaient à ces tableaux. Pourtant, la réussite le fuyait encore et toujours. On vous a appris à croire que la réussite exige la force et que le succès récompense la lutte. Pourtant, observez la nature. L'eau façonne des montagnes, non pas en les percutant, mais en suivant le chemin de moindre résistance. La foudre descend toujours par le trajet le plus aisé. La lumière parcourt la voie la plus rapide dans l'espace. L'univers est régi par l'élégance, non par la contrainte. Lorsque vous vous alignez sur cette vérité, vous accédez à une force bien plus grande que la simple force de volonté. Votre rôle n'est pas de faire arriver les choses, mais de permettre qu'elles se produisent
avec une grâce naturelle. Le principe de moindre résistance est présent dans chaque parcours de réussite, même si peu le reconnaissent comme tel. Ceux qui semblent réussir du jour au lendemain ont en réalité appris à suivre le courant de la vie plutôt que de s'y opposer. Velma l'illustre dans sa propre aventure d'entrepreneur. Elle s'épuisait à concurrencer les grandes enseignes, multipliant les plans de communication agressifs et travaillant 16 heures par jour. Pourtant, ses efforts acharnés ne payaient pas, jusqu'au moment où elle s'abandonna à la simplicité. Au lieu de combattre les tendances du marché, elle suivit les signaux subtils de sa clientèle et accueillit les opportunités qui se présentaient naturellement. En quelques mois, son entreprise gagna en renommée, non pas grâce à ses efforts frénétiques, mais par l'authenticité et la fluidité qu'elle dégageait. La pratique, la moindre résistance. Choisissez une décision importante à prendre. Plutôt que de la disséquer dans tous les sens ou de forcer une issue, offrez-vous un moment de recueillement silencieux. Demandez-vous, quel chemin semble le plus naturel, le plus fluide? Durant toute une journée, ne prenez vos décisions qu'en suivant la facilité. Notez comment l'univers vous soutient lorsque vous optez pour la simplicité et l'alignement. Rappelez-vous que la nature n'a pas besoin de forcer pour accomplir des merveilles. Les rivières creusent des canyons, les étoiles brillent dans le ciel et les montagnes se dressent sans fracas. Votre pouvoir ne réside pas dans le fait de combattre le courant, mais de vous laisser porter par son flot. Chapitre 29. L'étape finale. Dans une ville animée, Raymond s'accrochait à ses plannings et à ses agendas, comme s'il pouvait te protéger de la peur du futur. Chaque matin, son esprit se noyait dans les scénarios catastrophes. Et si tout s'écroulait? S'il faisait fausse route? Pour conjurer ses peurs, il bâtissait des défenses encore plus complexes, mais ces remparts devinrent sa propre prison. On vous a dit que la préparation prévient la douleur, mais c'est l'illusion la plus puissante qui soit. En cherchant à fuir ce qui vous effraie, vous créez la résistance qui matérialise vos pires craintes. Quand vous vous abandonnez totalement à toutes les possibilités, un phénomène extraordinaire se produit. La peur perd son emprise. Ce n'est pas de la pensée positive superficielle, mais une loi inhérente à l'existence. L'univers ne répond pas à vos barrières, mais à votre ouverture. Dans l'abandon complet, vous trouverez la force absolue. Observez l'eau, encore une fois. Elle est invincible, non pas par la force, mais par sa malléabilité. Elle épouse toutes les formes, elle accepte tout, sans jamais se briser. C'est votre état naturel. Doris vécut une crise majeure, la perte de son emploi, de sa maison, de sa relation amoureuse. Elle se retrouva face à son plus grand effroi, la perte totale de contrôle. Alors qu'elle se tenait dans ce vide, elle fit le choix de s'ouvrir complètement à l'inconnu. Elle cessa d'essayer de tout anticiper, de tout gérer. Dans cet abandon, elle découvrit l'invulnérabilité. Quelques mois plus tard, des opportunités inattendues affluèrent, une reconversion professionnelle inespérée, une relation amoureuse profonde, une nouvelle demeure plus belle que la précédente. Mais la plus grande victoire fut la paix inaltérable qu'elle trouva au cœur même de l'incertitude. La pratique, l'abandon, sans peur. Dans un lieu calme, laissez venir à votre esprit votre plus grande peur, celle qui vous hante. Abandonnez toute volonté de la chasser ou de la contrôler. Offrez-lui l'espace d'exister pleinement. Ressentez-vous devenir comme l'eau, souple, réceptive à tout. Dans cet espace, percevez le basculement de la résistance vers l'acceptation et de la peur vers la paix. L'univers ne peut combler ce que vous barricadez par crainte, mais il ne demande qu'à remplir l'espace que vous libérez par l'abandon. Chapitre 30. La révélation finale. Dans le silence de son bureau, Gilberte était entourée de centaines de livres, traités métaphysiques et manuscrits sacrés.
Pendant des décennies, il avait cherché la clé ultime de la manifestation, voyageant dans des temples lointains, étudiant auprès de maîtres réputés, expérimentant chaque technique ésotérique. Pourtant, le véritable pouvoir lui échappait encore. Vous aussi, vous avez cherché à l'extérieur ce qui n'a jamais cessé de brûler en vous. La plus grande vérité, protégée à travers les âges, est que vous n'êtes pas seulement le récepteur de la réalité, mais sa source même. La loi inverse n'est pas une simple méthode ou un ensemble de techniques. Elle pointe vers quelque chose de bien plus profond. Le moment où vous cessez de chercher coïncide avec celui où vous reconnaissez votre vraie nature de créateur. Ce n'est pas une métaphore, mais la réalité la plus fondamentale. Lorsque vous résistez à ce qui est, vous créez l'illusion d'une séparation entre vous et vos désirs. Vous oubliez alors que vous êtes la même puissance qui fait exister tout ce qui est. Il n'existe aucune force extérieure vers laquelle vous tournez, aucune source extérieure à supplier. Vous êtes la source. Ezel vécut cette illumination lors d'une session de méditation après avoir tout essayé. Yoga, prière, visualisation, voyages initiatiques. Elle décida de tout arrêter, se contentant de s'asseoir en silence. Dans cet arrêt complet, elle vit avec une clarté fulgurante qu'elle avait toujours été la créatrice de ses expériences. Ses désirs n'étaient pas des requêtes lancées vers un univers éloigné, mais l'univers lui-même s'exprimant au travers d'elle. Dès cet instant, sa réalité se métamorphosa. Pas à cause d'un nouvel outil de manifestation, mais grâce à la reconnaissance qu'il n'y a jamais eu d'autre source que soi. Elle comprit alors qu'il ne s'agissait pas de contrôler la réalité, mais de réaliser quelle est la réalité. La déclaration du Créateur. Asseyez-vous dans le silence le plus total. Percevez la présence immuable de votre conscience, témoin de tout depuis votre naissance. Prenez conscience que cette conscience est le pouvoir même qui crée les mondes. Prononcez alors avec l'autorité de celui qui se souvient de sa vraie nature. Je ne recherche pas le pouvoir. Je suis le pouvoir. Je n'attire pas la réalité, je la crée, et nouvelle aube, voyez comment le monde répond, comme un écho, à votre souveraineté retrouvée.